Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision préférée Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous allons parler nouvelle constitution. Nous allons parler de la forme de cette constitution qui est décriée par les juristes ivoiriens. Nous allons parler aussi, un tant soit peu, du contenu. Pourquoi est-ce que cette constitution aujourd'hui fait connaître la Côte d'Ivoire dans le monde entier? Je n'ai pas envie de dire sur un plan négatif, mais des responsables, des leaders d'opposition sont arrêtés, incarcérés, et puis bien sûr, ils ont été relâchés. Mais ils ne lâchent pas prise. Alors, dans nos studios ce soir, j'ai avec moi M. Olivier Ngoran. M. Olivier Ngoran, bonsoir. Bonsoir, M. Germain Kwasi. Et puis, au téléphone depuis Washington, D.C., nous avons M. Diomandé Moussa, beaucoup plus connu sous le nom de DM, ses initiales. Monsieur Diomandé Moussa, bonsoir. Bonsoir, M. Germain, bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe d'Ivoire TV et bonsoir également à M. Olivier qui nous représente en studio en ce moment au niveau de l'équipe de communication. Voilà. Merci. Alors, monsieur Olivier Ngoran et monsieur Diomandé Moussa sont tous les deux chargés de la communication dans le processus, dans cette campagne du oui pour la nouvelle constitution au compte du RHDP des États-Unis. Alors, monsieur Ngoran, je voudrais vous poser la première question de savoir la forme de cette constitution pose aujourd'hui problème. Les juristes nous disent que ça ne devait pas être procédé de la sorte. Kakabe lui-même, il est sorti, qui est du PDCI, il est sorti. Il a dit que ça ne devrait pas être procédé de la sorte parce qu'il fallait une assemblée constituante. Alors, vous qui êtes du milieu expert en la matière, chargé de communication du RHDP ici aux États-Unis, est-ce que vous pouvez éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs? Pourquoi est-ce que le président, au lieu de confier l'écrit de cette constitution au peuple, a préféré choisir une équipe d'experts? Je vous remercie, je voudrais vous remercier personnellement et remercier Ivoire TV pour cette possibilité qu'il nous offre pour pouvoir expliquer aux Ivoiriens pourquoi nous devons voter oui. Parce qu'en fait, au sorti du 30 octobre, la Côte d'Ivoire doit tourner la page, nous devons amorcer la troisième république de la Côte d'Ivoire. Pour répondre à votre question, je vais dire tout simplement que c'est un mauvais procès que certains intellectuels font à ce projet de constitution. Vous savez, dans aucune constitution au monde, je dis bien aucune constitution au monde, il est écrit, il est prévu la manière dont on rédige une constitution. Les gens font une confusion. C'est un principe démocratique qui voudrait que la rédaction d'une constitution soit confiée à une assemblée constituante. Mais ce n'est pas une obligation juridique. Je vais prendre des exemples pour étayer un peu ce que je dis. Je vais prendre l'exemple de trois pays, les États-Unis où nous vivons, le pays démocratique par excellence. Je vais prendre la France, notre modèle, et je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, aux États-Unis où nous sommes, la constitution des États-Unis actuelle a été rédigée en 1787. Ça fait quoi? Ça fait bientôt 200 ans. Ça fait plus de 200 ans, 219 ans, exactement. Et cette constitution, écoutez-moi bien, a été rédigée par une assemblée constituante. Mais une assemblée constituante souveraine. C'est-à-dire que certaines personnes ont été élues par le peuple, elles ont rédigé la constitution et elles l'ont adoptée. Et cette constitution, jusqu'à aujourd'hui, existe. Pourquoi elle existe? C'est parce que dans cette constitution, il est inclus la flexibilité de la révision de cette constitution. La constitution américaine qui existe aujourd'hui a suivi plus d'un million, je dis bien, d'amendements. Prenons et tournons-nous vers la France. Nous avons la constitution française de 1946. Cette constitution, écoutez-moi bien, a été rédigée par une assemblée constituante non souveraine. Elle a rédigé la constitution, elle a présenté cette constitution au peuple qui l'a rejetée, elle a refait sa copie. Le peuple a accepté cette constitution, mais tenez-vous bien, la constitution n'a duré que 12 ans. Nous entendons tous parler de la constitution de 1958.
La constitution de 1958 de la France, qui existe jusqu'à aujourd'hui, cette constitution n'a pas été élaborée par une assemblée constituante. Elle a été élaborée par un comité de rédaction dirigé par le ministre de la Justice de l'époque. Vous comprenez? Et c'est cette constitution qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas un principe juridique, une obligation juridique de confier la rédaction d'une constitution à un conseil, à une assemblée constitutive. Mais prenons l'exemple de notre pays, la Côte d'Ivoire. La constitution de 1960, elle n'a pas été rédigée par une assemblée constitutive. La constitution de 1960 découle de la constitution de 1959. La constitution de 2000, la constitution actuelle, elle n'a pas été élaborée par une assemblée constitutive. C'est le général Guèye, chef de la junte à l'époque, qui a nommé le professeur Ouraga Obou comme président de la commission, de la sous-commission chargée d'élaborer la constitution. Et le chef de l'État de l'époque a pris des dispositions pour que certains membres des ONG participent à l'élaboration de cette constitution. Ce n'est pas une assemblée constitutive. C'est donc un mauvais procès que de dire que le président Alassane Ouattara a fait entorse au droit en nommant un comité d'experts. Écoutez-moi bien, ce comité d'experts est composé de professeurs de droit. C'est-à-dire, ce sont des faiseurs de droit. C'est eux qui ont élaboré la Constitution. Et puis, chers frères, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple qui détient la souveraineté, qui détient exclusivement la souveraineté, comment le peuple exprime cette souveraineté? C'est pas avoir référendaire par ses représentants et députés ou bien par le chef de l'État. Il a donc fondé, le chef de l'État, à initier la rédaction de la Constitution. C'est donc un faux procès. Cette Constitution est dans la forme, respecte les formes qu'il faut. Le président était fondé à pouvoir, juridiquement comme politiquement, à pouvoir désigner un comité d'experts pour pouvoir rédiger cette Constitution. Alors, monsieur Dimandé Moussa, vous êtes homme de médias. Quelle est la réaction de vos auditeurs par rapport à la forme de cette Constitution? Et la deuxième question, si vous avez à justifier le oui aujourd'hui, quels sont les arguments que vous allez avancer pour que ce oui passe? Oui, merci Germain. Je voudrais également emboîter le pas à mon frère Olivier, voilà, qui vous a dit merci à vous, à Ivoire TV, pour cette opportunité. Ben, écoutez, au niveau de notre média, nous n'avons pas trop de débats à ce niveau par rapport donc à la forme. Je pense que l'essentiel est fait par rapport donc à ce qui est présenté en ce moment. Ce que nous disons dans nos débats régulièrement, Germain, c'est d'aller directement sur le fond. Voilà, il faudrait éviter de s'arrêter sur la forme. Olivier a expliqué un peu que ce n'est pas une obligation que pour passer forcément par cette assemblée constituante. Nous avons vu des pays comme la France à un moment où la constitution a été écrite seulement que par une seule personne, opposée ensuite au peuple français. Voilà, donc pour ce qui concerne le fond, et je pense que c'est ce qui répond Germain Kwasi à votre question, qu'est-ce qui pourrait donc amener les Ivoiriens à voter oui, à plébisciter, n'est-ce pas, ce projet de constitution? Il faut déjà dire que c'est une œuvre humaine, donc la perfection n'est pas de ce monde. C'est pour cela que à l'intérieur même de ce projet, il y a des dispositions d'amendements qui sont prévues dans le futur, au cas où, au niveau de l'applicabilité, il y ait quand même des difficultés. Alors, ce projet de loi permettra définitivement à la Côte d'Ivoire de donner l'eau à beaucoup de crises, à beaucoup d'incompréhension, à beaucoup d'interprétations sur un certain nombre de choses qui régissent, j'allais dire, la vie des Ivoiriens, pour ce qui concerne par exemple la terre, l'école, les femmes, les foyers, la transition au niveau du pouvoir. Donc jamais il faut dire que nous, au niveau du RNDP, nous avons pensé qu'il était déjà important de dire aux Ivoiriens que la volonté première du chef de l'État et du gouvernement de mettre cette constitution était déjà j'allais dire, de remplir un engagement. Parce que les gens disent que c'était une promesse de campagne, c'est
effectivement. Donc ça c'est déjà bien. Quand on dit quelque chose, il faut quand même respecter. C'est aussi un projet de loi qui va donc renforcer l'état de droit, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un projet de loi de constitution, qui gère définitivement cette histoire donc de terre. Nous avons eu pas mal de crises au niveau de l'Ouest, donc ça règle cela. Ça vient encore parler de l'école obligatoire. Aujourd'hui, vous savez que l'avenir appartient au futur et les jeunes intellectuels qui traînent dans la rue, il faut déjà les encadrer, il faut les amener à l'école, les enfants, dès le bas âge. L'État prévoit des mesures d'accompagnement. Alors donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'apprête à devenir comme un pays, comme les États-Unis, voilà, où vous ne pouvez pas avoir un enfant en âge de se marier qui va être en train de traîner, n'est-ce pas, dans les rues. Alors, monsieur... Vous avez également... Oui, allez-y. Oui, non, en fait, allez-y, je vais vous laisser, je voulais vous poser une question, mais allez-y. Oui, je voulais rapidement donner quand même des points essentiels de cette constitution. Oui, c'était en fait la question que je voulais vous poser. Quels sont les points culminants de cette constitution? Oui, je viens de citer déjà les jeunes, l'école obligatoire, je parle de la parité entre les hommes et les femmes, ça c'est essentiel pour beaucoup de personnes. Oh, c'est normal. Non, c'est pas normal. Nous savons que dans le monde entier, même aujourd'hui aux États-Unis, on s'apprête à voter, n'est-ce pas, une femme possible présidente des États-Unis. C'est un événement pour pas mal de personnes. C'est pour vous dire que l'égalité entre l'homme et la femme reste encore à être vérifiée dans beaucoup de pays. Alors la Côte d'Ivoire essaie de s'approprier cela aujourd'hui du point de vue institution pour ne pas que nous ayons à faire la différence encore entre les hommes et les femmes. Voilà. L'école obligatoire, c'est un élément important. L'emploi du jeune, les jeunes, c'est le futur, ça règle ce problème. Aussi, nous avons eu l'avènement de la vice-présidente, chers frères, la vice-présidence comme aux États-Unis, qui va régler le problème de la succession, qui va essayer de faire la promotion de la stabilité, l'équilibre au moment où le président n'est plus présent et que le vice-président puisse continuer au lieu que nous partions comme dans le passé à l'Assemblée nationale qui est certainement un élu, mais le problème est que l'Assemblée nationale c'est le législatif, il n'est pas trop au courant du président de l'Assemblée de la gestion quotidienne de l'État, de l'exécutif, donc la vice-présidence pourra facilement faire cette transition, comme aux États-Unis d'ailleurs, et je pense que les États-Unis c'est un exemple, et si nous allons vers les États-Unis, c'est toujours bon. Alors, donc, il faut aussi parler du Sénat, c'est un avènement. Le Sénat sera considéré comme la deuxième chambre du système législatif, et il faut dire que le Sénat pourra, ça a été annoncé, voir l'entrée de la diaspora. Vous savez très bien que la diaspora dans le monde entier est toujours un plus. Vous avez vu la diaspora malienne, la diaspora, j'allais dire juive, qui a construit Israël après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout la diaspora japonaise qui a permis au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, d'occuper pendant longtemps la deuxième place économique. Alors, on nous dit également qu'un jeune qui a voyagé équivaut souvent à un vieux de 100 ans. Alors donc, si la diaspora est présente à la gestion quotidienne, il serait quand même, c'est quelque chose à applaudir à ce niveau. Vous avez la chefferie. Bon, les deux éléments que nous avons dit ici, Germain, c'est que la présence de la chefferie, l'institutionnalisation de la chefferie et du Sénat, c'est une volonté donc du président de la République de faire la politique de proximité, parce que les chefs sont proches des peuples, ils sont sur le terrain, et la diaspora également est sur le terrain, les Ivoiriens de l'étranger. Alors quand vous apportez tous ces deux identités ensemble, ça veut dire tout simplement que le gouvernement veut refuser désormais de se tenir à l'écart du peuple. Alors toute décision pourrait se faire, ou alors la gestion de la Côte d'Ivoire devrait se faire désormais de façon collégiale, c'est-à-dire un exécutif fort, mais avec la consultation quotidienne de la population. Voilà, merci bien, Monsieur Diomandé. Monsieur Olivier Ngora, on nous parle d'une nouvelle constitution, ce qui va déboucher sur la Troisième République.
Alors, dans ce cas échéant, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'amendement de la Constitution? Les juristes aussi ont parlé un peu de ce fait. On aurait pu parler d'amendement. Alors, vous, chargé de communication, vous êtes en train de mener la campagne au niveau de New York pour que ce soit le vote massif du oui. Pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas d'amendement de constitution? Monsieur Diomandé Moussa tout à l'heure a évoqué certains points culminants de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce que monsieur Diomandé vient de dire? Non, je pense que dans la réponse de Diomandé réside la réponse à votre question. Pourquoi est-ce qu'on ne révise pas la constitution actuelle et qu'on écrit une nouvelle constitution? Vous savez, quand on révise un grand nombre, quand on revoit un grand nombre d'articles d'une constitution, ça nécessite... vous savez, la révision d'une constitution est prévue dans la constitution. La modalité de révision d'une constitution est prévue dans la constitution. Et quand vous allez au-delà de cette modalité de constitution, des modalités fixées par cette constitution, vous ne respectez plus cette constitution. Et quand le besoin d'écrire un nouveau texte, de réviser, de changer certaines dispositions d'une constitution, de la vie, parce que vous savez qu'on écrit une constitution par rapport à la vie, à ce que nous avons vécu, et aux besoins qui s'imposent à nous. Vous voyez, c'est pour cela que cette constitution de 2000 savait... je ne veux pas utiliser le terme faux, parce qu'en fait, notre constitution de 2000 est elle-même anticonstitutionnelle. C'est une chose grave. La Côte d'Ivoire est en porte-à-faux avec sa constitution. C'est des choses qui sont très graves. Et donc, c'est pour cela qu'il est plus que nécessaire de changer la constitution que de la réviser. Vous comprenez? L'article 35 de la Constitution, la révision de l'article 35 de la Constitution nécessite un référendum. Et pourquoi faire un référendum pour réviser un article? C'est un exemple parce que c'est cet article qui fait que la Côte d'Ivoire elle-même est en porte-à-faux avec sa Constitution. C'est une chose que les juristes de l'opposition, les intellectuels de l'opposition ne duquent pas le peuple là-dessus, même si à Marcoussis ils sont tombés d'accord sur le fait que cet article doit sauter ou doit être revu, et il faut que le chef de l'État prenne des dispositions pour permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir. Mais ce sont des procédures qui, vis-à-vis de la Constitution de 2000, ne sont pas faisables. Si nous devons, pour réviser un article, faire un référendum, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas résoudre tous les problèmes, résoudre en griffe tous les problèmes qui se posent à nous, et puis présenter ça au peuple qui est seul souverain détenteur de la souveraineté? Voilà en fait la raison pour laquelle je pense qu'il est plus que nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Donc selon vous, cette constitution répond aux aspirations des Ivoiriens? Bien entendu. Bien entendu. M. Diomandé a énuméré un certain nombre de choses. La nouvelle constitution tourne une page essentielle. La constitution de 2000, qu'on le veuille ou non, a trimballé la Côte d'Ivoire vers la guerre. Parce qu'elle a matérialisé la division qui existait, la catégorisation des Ivoiriens. Et vous savez, quand les gens sont oppressés, la seule arme qui leur reste, c'est la révolution. Et c'est ce qui a débouché sur la guerre. Aujourd'hui, la nouvelle constitution met fin à ça. Il n'y a plus de raison de se fâcher parce que on dit que si vous êtes Ivoirien d'origine de père ou de mère, si vous voulez être candidat, vous avez la possibilité de l'être. Si vous avez une autre nationalité, vous avez deux nationalités, la nationalité ivoirienne et une autre nationalité. Au moment où vous voulez postuler, la seule chose qu'on vous demande, c'est de renoncer à la nationalité que vous êtes et conserver exclusivement la nationalité ivoirienne. Alors que vous savez que la constitution actuelle, qui va être à partir du 30 de ce mois ancienne, elle disait que si vous avez dans votre vie usé d'une autre nationalité, vous êtes banni de la course à la magistrature suprême. C'est une injustice criable. C'est des choses qu'on ne doit pas faire au fils d'un pays. Alors, monsieur Diomandé Moussa, vous et monsieur Olivier Ngouran, vous êtes chargé de la communication au niveau de la campagne du oui, bien sûr au niveau du RHDP dans les États-Unis. De quoi disposez-vous aujourd'hui afin que les Ivoiriens puissent sortir massivement et que les États-Unis puissent se démarquer du reste du monde entier au niveau de la diaspora ivoirienne dans le monde entier? Oui, merci Germain. Alors, il
Camara, qui est délégué général donc, du RDR. Alors, à la suite de ces réunions, nous avons mis en place pas mal de commissions de sensibilisation, commissions de coordination, de mobilisation et surtout une commission de communication dont fait partie Olivier et moi-même. Cette commission de communication comprend également les frères Jean-Pierre à New York, les frères Ben Cissé de New York et le frère Ismaël Cissé également. Voilà, donc à la suite de ces rencontres, nous avons pris des dispositions. D'abord, essayer de vous rencontrer, à commencer par vous. Vous êtes l'une des chaînes les plus suivies ici aux États-Unis. Donc, venez vers vous pour que vous puissiez nous donner vos plateaux pour communiquer avec les Ivoiriens. Donc, donner beaucoup d'informations et d'explications. Donc, la campagne d'explication a commencé au niveau des médias, a commencé au niveau des rencontres, au niveau des visites. À New York, le président responsable de la commission de sensibilisation, Eladj Faturé, a déjà commencé également des visites dans pas mal de villes, j'allais dire de quartiers. Alors, ensuite, nous avons pensé à faire des flyers, nous avons pensé à utiliser les médias en ligne pour pouvoir les placer, et nous avons pensé également à aller vers les radios de proximité pour pouvoir expliquer cette constitution aux gens et les inciter à être au rendez-vous de la mise en place de la Troisième République. Alors donc nous avons également commencé le robocall, beaucoup prisé ici aux États-Unis, qui consiste à faire des appels électroniques avec une voix féminine très belle. J'espère que vous avez reçu au moins un appel. Si vous ne l'avez pas, j'en ai reçu deux. Voilà, d'accord. Cela veut dire que nous travaillons quelque part. Alors, donc voici un peu les dispositions que nous avons prises. Maintenant, le jour même du vote, nous avons mis des véhicules à la disposition donc, des Ivoiriens qui auraient des problèmes de déplacement. Donc ces véhicules seront présents à Washington DC, dans la ville de New York et dans la ville d'Atlanta également, pour permettre la fluidité des Ivoiriens de leur domicile ou de leur lieu de travail vers le lieu de vote, et puis ensuite on les ramène chez eux. Voilà, donc voici un peu les garanties que nous donnons, parce que nous voulons vraiment montrer au président de la République que nous sommes très contents. Pour la première fois, la diaspora a été associée à la mise en place à un vote du référendum. Nous avons l'habitude de participer au vote présidentiel et autres, mais pas à un référendum. Le référendum oriente, n'est-ce pas, un pays. Et c'est la première fois qu'on nous tend la perche, et nous voulons mobiliser le maximum d'Ivoiriens pour montrer qu'ils n'ont pas eu tort de faire participer, n'est-ce pas, cette diaspora, surtout la diaspora américaine qui, de loin, se place en tête en matière de qualité, en tout cas, des diasporas ivoiriennes dans le monde, parce qu'en 2010 et en 2015, nous avions été les meilleurs du point de vue mobilisation. Alors, donc, chers frères Germain, il n'y a jamais 203. Alors, nous espérons encore pour cette troisième participation de cette diaspora faire le plein pour que nous puissions, pourquoi pas, avoir le maximum de sénateurs. Si jamais on devrait en prendre vraiment dans la diaspora, que la diaspora américaine ait le plus grand nombre de sénateurs. Voilà. Voilà, merci bien, monsieur Djemandé Moussa, monsieur Olivier Ngoran. Tout à l'heure, monsieur Djemandé Moussa nous parlait un peu de l'organisation pratique de la chose. Nous allons y aller avec vous. Au niveau de New York, je pense que c'est quelque chose qui est calqué dans les autres États. Au niveau de New York, en dehors des véhicules qui ont été mis en place pour le transport de ceux qui voudraient voter, quelle est autre disposition pratique que vous avez mise en place? Et puis, voilà, à la fin, nous allons passer par les appels que vous allez lancer. Non, je voudrais dire que le programme qui a été, les dispositions qui ont été présentées par DM sont des dispositions au niveau que nous avons mis en place au niveau de New York, de Washington et d'Atlanta. Donc, ce sont les dispositions qui sont essentiellement copiées dans ces trois villes-là. Nous sommes en campagne pour le oui. Nous en faisons une affaire personnelle parce que c'est vrai que ça a été initié par le chef de l'État et le législateur et le Parlement.
Mais c'est une affaire personnelle parce que cette nouvelle constitution, c'est pour nous, ce n'est pas pour le président Alassane Ouattara ou le président Henri Konan Bédié qui en 2020 finit ses parts et tourne la page. C'est une constitution pour la postérité. Donc nous en faisons une affaire personnelle. Hier, nous étions sur les radios de proximité jusqu'à tard ce matin. Nous venons de visiter une série de lieux où nos compatriotes se retrouvent pour expliquer. Parce que vous savez qu'il y a des avis divergents. Il faut qu'on puisse expliquer aux gens et leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'il est indispensable. Je ne dis pas nécessaire. Il est indispensable de voter oui pour cette constitution parce que la nouvelle constitution tourne la page permet à la Côte d'Ivoire et garantit pour notre pays une stabilité sûre. Sans stabilité, vous savez qu'il n'y a pas de développement. Alors dans ce sens-là, comme vous avez commencé, je vous donne, la régie me fait dire qu'il nous reste 3 minutes. Je vous demande de lancer un appel. Monsieur Djemandé Moussa, depuis Washington aussi, va lancer un appel. Quel est l'appel que vous avez à lancer? Je voudrais, avec votre permission, bien, dans un premier temps, vous saluer, vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour nous adresser non seulement aux militants du RHDP, mais aussi aux Ivoiriens qui ont... Parce que ce que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Nous pouvons ne pas aimer le président Alassane Ouattara, nous pouvons ne pas aimer le président Henri Konan Bédié, mais la Côte d'Ivoire, c'est le bien précieux que nous avons en commun. Et cette constitution, ce projet de constitution garantit à notre pays une stabilité indéniable. Et sans stabilité, il n'y a pas de développement. Aujourd'hui, dans cette constitution, les jeunes, l'État a l'obligation de trouver du travail pour les jeunes. Aujourd'hui, dans cette constitution, comme l'a dit DM, la femme et l'homme sont, je dirais, égaux. Aujourd'hui, dans cette constitution, l'État a l'obligation d'inscrire nos enfants. L'école est obligatoire pour nos enfants. Vous savez que dans nos pays, on voyait des enfants qui allaient au champ tout jeunes au lieu d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est chose interdite parce que ça est constitutionnalisé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire tourne la page à la guerre et aux crises que nous avons connues. On règle de façon définitive le problème de catégorisation des Ivoiriens. Je pense que la Côte d'Ivoire renoue avec ce qui a fait de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle était sous le président Félix Houphouët-Boigny, le pays d'hospitalité, le pays de paix. Cette constitution nous garantit cette paix. Je voudrais donc vous demander, chers frères ivoiriens, chères sœurs ivoiriennes, sortez, comme le président Henri Konan Bédié l'a dit, pour venir voter pour que la Côte d'Ivoire puisse renouer avec le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Je voudrais, avec votre permission, présenter ce spécimen, parce que nous faisons la campagne pour le oui. Vous aurez, quand vous irez dans vos différents bureaux de vote, vous aurez 2 bulletins, le bulletin du non et celui du oui. Ce que nous vous demandons de faire, c'est de voter oui pour cette constitution, donc de prendre le bulletin vert. Quand vous allez dans l'isoloir, de mettre ce bulletin dans l'enveloppe et de revenir le mettre dans la boîte. Maintenant, le bulletin du non, vous le mettez carrément à la poubelle. Je voudrais vous dire que nous sommes confiants. Nous sommes confiants que le oui passera. Et ce que nous recherchons, c'est la mobilisation totale de tous les Ivoiriens autour de cette constitution. Parce que regardez bien, je finis par là, regardez bien, même ceux qui disent qu'ils sont opposés à la constitution, ne font pas campagne pour le non, font campagne pour boycotter le référendum. C'est-à-dire que dans leur fort intérieur, ils sont pour cette constitution. Voilà, monsieur Djemandé Moussa, vous aviez 3 minutes. Monsieur Olivier Ngoran en a utilisé 2,5, 2 minutes 30 secondes. Donc, en 30 secondes, votre mot de fin, un appel à